Bonjour, bonjour les stalkers et les stalkerettes, bienvenue dans cette dernière vidéo de lecture et découverte des règles, mais avant-dernière aussi parce que là c'est la dernière des règles du jeu de base. Il nous restera une ultime vidéo à voir pour le mode de jeu survie dans la zone. On y va tout de suite pour aller chercher notre page. Nous en sommes restés où? Page 36. On va s'occuper maintenant de connaître les tenants et les aboutissants. Ouais, c'est bien ça. Des anomalies. Alors, ce que nous avions vu hier, j'avais pas repensé à un truc en rapport avec quoi? Avec les attaques. Ah, je sais plus, j'aurais dû le noter, bon Dieu, bon Dieu. Attaque des ennemis. Ouais, je crois que c'était lié aux attaques. Bon, peu importe. C'est pas grave, ça me reviendra. Il sera toujours temps d'y revenir. Pour l'instant, il est temps de nous consacrer. Tiens, remets-toi bien, toi. Pourquoi t'as bougé? Il est temps de nous consacrer donc aux fameuses anomalies. Uniques à la zone, les anomalies, en tout cas celles que nous connaissons, sont des secteurs qui défient les lois de la physique. Tous les endroits ne sont néanmoins pas affectés de la même manière, et les stalkers les plus aguerris parviennent à les traverser en faisant preuve de la plus grande prudence. Quoi qu'il en soit, les anomalies sont extrêmement dangereuses, mais c'est en leur sein que les stalkers pourront dénicher les légendaires artefacts, des objets hors du commun, dotés de propriétés fabuleuses. Ok, donc les artefacts au sein des anomalies, c'est ce paquet-là. Il y en a quand même pas mal. À noter, c'est vrai qu'il n'y a pas de niveau sur les cartes artefacts, mais elles peuvent avoir un lourd impact sur le taux d'irradiation que l'on peut encaisser, donc attention à bien les gérer quand même. Ok. Les anomalies sont représentées par différents éléments de jeu. Déjà les cartes anomalies. Les cartes anomalies, c'est vrai ça? Qu'est-ce que j'en ai fichu? Les actions. Ah, je m'attendais à des grandes cartes. Non, 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 non. Les cartes anomalies, ce sont les cartes format normal, où on va avoir quatre types différents. Ok, donc les cartes anomalies contient les règles relatives à l'anomalie concernée et détaille les effets de celle-ci ainsi que la façon dont elle affecte les entités en son sein. On a aussi les altérations d'anomalies avec leur silhouette. On a différentes silhouettes. Allez, pour le plaisir, est-ce que je peux les avoir facilement? Oui. Oui, 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 oui. Puisque dans ma vitrine, je les ai positionnés comme ça. Ça permet de les voir, c'est toujours sympa à l'œil. Et ça permet surtout d'aller les chercher rapidement. Voilà les différentes anomalies que l'on va pouvoir rencontrer. Et surtout, fouiller. Si je vous mets là, ça vous plaît? Voilà, pas bouger, hein. Donc, les altérations avec les silhouettes, ok. Et puis, alors, attention, ça, ce sont les silhouettes figurines. Les altérations, c'est ça. Ça se présente sous la forme d'une matrice transparente portant les symboles d'anomalie. Elle est utilisée pour délimiter les contours de celle-ci. Au centre de chacune de ces altérations, on place une silhouette représentant la dite anomalie. Allez, on va prendre électricité. Ok. Ah bah en plus, ça tombe bien, je vois que c'est celle qui est sur l'exemple à côté là. Les anomalies constituent la principale source d'artefacts, des objets aux capacités uniques recherchés par tous les stalkers. Donc visiblement, même si
cela représente quand même une menace non négligeable. Il va falloir aller à la chasse, à la pêche, aux anomalies. Ah, pas aux anomalies, aux artefacts plutôt. Donc il y aura quand même une prise de risque à prendre, en plus des ennemis qu'il va falloir gérer sur le terrain. Ok. Alors, si on prend l'espèce de chewing-gum bizarre, ah la bulle, Bubble, eh oui, Bubble Bulle. Voici sa carte, nous avons son nom, très bien. L'artefact indique si l'anomalie peut ou ne peut pas produire d'artefact. Chiotte, la bulle ne peut pas produire d'artefact, on voit le symbole rayé. Le type, lorsque vous obtenez un artefact issu de cette anomalie, recevez-en un du type indiqué. Certains effets peuvent également renvoyer au type d'une anomalie. Alors la bulle, c'est très sombre aussi, c'est une chimique. Ok. Il y a ces règles spéciales. Certaines anomalies peuvent être soumises à des règles spéciales. Par exemple, une bulle est une anomalie qui se déplace et change d'altération chaque round. Ah ouais? À la fin du round, placez-la sur la prochaine altération qui serait vide, ok, dans le sens des aiguilles d'une montre. Une altération dépourvue d'anomalie est inactive. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, alors ça c'est chiant. C'est quand ça? C'est à la fin du round. Les effets de fin de round. Donc elle va se balader comme ça d'altération en altération. Ouais. Ouais, hein, c'est bien ça. Et par contre, une altération qui ne possède pas sa figurine est vide. Enfin, inactive, donc on ne pourra pas la fouiller. Pas cool. Effet d'activation. Alors, les effets d'activation en 5, c'est ce point-là. Quand une entité entre dans une case contenant une anomalie, il est possible que celle-ci soit activée. Si c'est le cas, résolvez son effet. On va avoir la cible, peuvent affecter plusieurs cibles à la fois, et puis l'effet stalker appliqué au stalker en contact avec elle. Par exemple, perdez 7 points de vie, recevez un jeton vulnérable. Et puis ce qui va affecter les ennemis, blessure légère et réception d'un jeton invulnérable. Voici un exemple d'altération d'anomalie sur le plan. Elle a l'air très large celle-ci, oh, quoique si on a un bâtiment de la même taille, non, c'est kiff-kiff. Il y en a quelques-unes hein, qui débordent un peu plus, mais ça a l'air d'être à peu près pareil. Alors, cette altération délimite l'anomalie sur 4 cases. Les cases 1 et 2 contiennent chacune un symbole rouge. Alors, les cases 1 à gauche, 2 en haut. Ok, la case 3 à droite abrite un symbole violet, mais aussi un symbole rouge, visiblement. Tandis que la case 4 au milieu, qui forme le centre, contient 2 symboles bleus. Ouais, vu. 2 verts, oui. 2 violets, oui. Et 2 rouges, oui. Ok. Alors justement, le centre de l'anomalie, c'est l'endroit où sont placés la silhouette et un jeton artefact, si on est autorisé à aller en chercher un. Ça, c'est pour le centre. Entrez-y à vos risques et périls. Activation. Chaque altération comporte différents symboles, donc qui sont de 4 couleurs, 4 types différents, qui indiquent les probabilités d'activation lorsqu'une entité entre dans une de ces cases. Donc entité, que ce soit un stalker ou
un ennemi. Après le déplacement d'une entité, si elle est entrée, à traverser ou à quitter une case contenant des symboles, lancez le D10. Si une de ces cases contient le symbole non recouvert qui correspond au résultat du jet, résolvez l'effet. En affectant toutes les cibles indiquées. Ah oui, les cibles indiquées ici. Si vous entrez dans plusieurs anomalies au cours d'un même déplacement, lancez le dé séparément pour chacune d'entre elles. Et encore une fois, on va avoir un impact. Donc un lancer de dés à chaque fois qu'on rentre sur le symbole et à chaque fois que nous quittons le symbole, ça a encore été bien spécifié là. Si elle est rentrée à traverser ou quitter une case. C'est chaud, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le même principe de règle qu'avec les règles qui nous font rentrer, quitter une case irradiée. On est à chaque fois obligé de comptabiliser. C'est chaud. Alors, par contre, autant sur une case irradiée, on va impacter le compteur GGR à chaque fois. Là, on est soumis quand même à un jet de dés, donc potentiellement, il se peut que nous passions à côté. Donc, je rentre, par exemple, dans cette case-là, qui contient 2 violets, 2 rouges, 1 vert. 2 violets, 2 rouges, 1 vert. Violet, paf. Je suis affecté, perdez 7 points de vie, recevez le jeton vulnérable. Ah ouais. On n'oublie pas que si nous possédons un pion concentration, on défausse, on relance, rouge, pas mieux. Par contre, je croyais qu'il y avait des effets en fonction des symboles. Non, pas sûr. Ils vont nous le dire. Tous les symboles recouverts par des boulons. Donc là, idéalement, si je veux bien me protéger, on y va sur cacher les symboles rouges. Tous les symboles recouverts par des boulons, les jetons artefacts ou entités sont ignorés. Ah ouais, on peut se mettre là alors. Toutefois, chaque instance d'un symbole doit être recouvert séparément. Oui. Ah oui, oui, oui. Là, on a 2 symboles violets. Il faut que je les recouvre séparément. Chaque symbole différent sur lequel une entité se déplace augmente les chances d'activation de l'anomalie. Cependant, le fait de passer plusieurs fois sur un symbole identique n'a aucun effet. D'accord, donc si l'anomalie est comme ça, le fait de passer 2 fois sur un symbole identique, donc vert, vert, là ça aurait aucun effet. Règle relativement importante dont il va falloir se souvenir. Ouais, ouais, ouais. Alors après, on va nous détailler tout ça, bloquer les symboles, d'accord. Moi, ce que je veux, c'est... Ah non, c'est bon. Je croyais que dans le tutoriel, quand on a joué au tuto, on avait un effet très particulier sur le jet de dés avec une table. Bon, j'ai déliré, hein. Ça remonte à au moins 8 jours, vous vous rendez compte? Ok, ok. N'oublions pas nos paragraphes en jaune, là. Les encarts. Alors, le dé d'anomalie, D10, avec les phases suivantes. Ah oui, très important, les probabilités. Une seule chance, ou plutôt un seul risque, 10% de tomber sur bleu, 20% de risque de tomber sur un symbole vert, 30% de tomber sur un symbole violet. Ah, ça c'est intéressant à se rappeler quand même. Ça vaudrait le coup de faire la photocopie de ça pour la mettre sur les premières parties à côté du plateau, pas loin d'une anomalie, parce que ça va pas prendre beaucoup de place.
pour, au moment de se déplacer, dire « Ah ouais, alors, vaut peut-être mieux que je prenne le temps de contourner. Genre, là, il y a un bleu, un violet, deux verts. J'ai combien de risques de tomber sur vert? 20% seulement. Par contre, encore que 10% sur bleu. Mais là, il y a du violet. Donc ça peut valoir le coup de dire, je vais perdre une action de déplacement pour minimiser les risques du lancer de dés. Plutôt que de faire, je passe par la fenêtre, je lance, je quitte la salle, je relance, j'aurai beaucoup plus de risques de retomber sur les symboles. Ok, donc 30% de risque pour choper du violet et 40% sur le symbole rouge. Et oui, il est là en plus grand nombre. Comment vous pouvez le constater? Oui, petite erreur, mais je vous rappelle que dans cette règle PDF, en fait, c'était une règle non finalisée complètement, mais au moins, elle est en français, ça c'est top. Donc, comme vous pouvez le constater, le nombre de pétales de chaque symbole correspond à une probabilité lors du lancer. Pétales. Ah ouais, ok. Ah la vache. Regardez. Bleu, 0 pétales. 10%. Vert, 2 pétales. Ou plutôt 2 pétaux. 20%. Et puis 40 là. 1, 2, 3, 4 pétales. Rouge, 40%. Bon, bah ça veut dire que, à la limite, le petit encart photocopié n'a plus lieu d'être parce qu'avec ce moyen mémotechnique, on sait. Ah, c'est pas con ça. Bah alors là, la vache, le créateur qui a pensé à ça, alors vraiment, bien, ça a l'air de rien, mais c'est une super idée. J'approuve. Alors, la portée vers une anomalie. Lorsque vous mesurez la portée vers une anomalie, euh, vous le faire vers n'importe quelle case contenant un des symboles. Ah oui, d'accord. Là, je suis à portée de 2. 1, 2. Vers un des symboles. Ici, je suis à portée de 1, 2, 3. Imaginons qu'il est lié un symbole là. On mesure vers un des symboles que va comporter l'anomalie. Ok. Les anomalies inactives. Les altérations dépourvues de silhouettes d'anomalies sont inactives et considérées comme non existantes pour toute règle qui ne les concerne pas directement. Alors, ça impliquerait quoi? Inactives. On nous a dit tout à l'heure qu'elles étaient inactives. Silhouette. Bon, je ne vais pas le retrouver là en cherchant la gueule en biais, forcément. Mais attention aux anomalies inactives. Ça veut dire que on subit quand même l'effet des symboles, mais on ne pourra pas aller chercher l'artefact. C'est ce que j'en comprends. Ah, c'était là. Activation séparément identique. Ouais, non, je l'aurais pas vite là. Tant pis, on enchaîne. Bon, ok, ce qui est bien, encore une fois, c'est que une nouvelle mécanique sur les anomalies, c'est soft. Ça va être soft à gérer. On n'a pas beaucoup de règles à tiroir en fait, avec si, alors, sinon, alors, sinon, alors, ensuite, alors. Brr. Donc, exemple, notre petit gars là, le stalker bleu a décidé d'effectuer un déplacement risqué. Donc il va de la droite vers la gauche.
Il a traversé une case violette et rouge, oui, on les a. Pour terminer son déplacement sur une case rouge, même si deux symboles identiques n'influent pas sur la difficulté du lancer, il a malgré tout 70% de chances que l'anomalie soit activée, 3 sur 10%, 4 sur 4%. 4 sur 10%. 3 sur 10, 4 sur 10. Oui, d'accord. C'est pas des pourcentages. Sinon, ce serait 40 sur 100. Donc, 3 symboles sur 10, 4 symboles sur 10. D'accord, 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 d'accord. Ah, c'est chaud quand même, hein. Bloquer les symboles, par contre. Il existe 3 façons courantes de bloquer un symbole anomalie. Y placer un jeton boulon, généralement en effectuant l'action de base boulon et écrou. Placer un jeton artefact, généralement en le récupérant à l'aide d'un accessoire de détecteur, ouais, qui vient se coller là dans avec notre veste en cuir, enfin avec notre armure. Dernière façon, une entité, c'est bien ça, termine son déplacement sur un symbole. Après avoir lancé le D10 pour l'activation, l'entité recouvre le symbole le plus élevé possible. Quoi? L'entité recouvre le symbole le plus élevé possible. Mais on fait ce qu'on veut. C'est quoi ce bins là? Une entité termine son déplacement sur un symbole anomalie où y est placé. Après avoir lancé le dé pour l'activation de l'anomalie, l'entité recouvre le symbole le plus élevé possible. Je l'ai pas là. Exemple. Sur l'image de gauche, ici. La case située à l'intérieur de la cabane a 100% de chance d'activer. Ah ouais, la vache, l'anomalie. Ah ouais, car elle contient tous les types de symboles de Tchak. Sur l'image de droite, deux entités et deux boulons. On a un ennemi. Elle est où la deuxième? Ah oui, il y a deux ennemis là, deux silhouettes d'ennemis. Hmm. Bloc deux symboles violets, deux symboles rouges. Ici, la probabilité d'activer l'anomalie n'est que de 30%. Yes. Par contre, la phrase anomalie, non, la phrase ici, là, une entité termine son déplacement sur un symbole anomalie où y est placé. Ah, où y est placé. Oui, oui, pardon, 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 pardon. C'est important ce mot-clé là, placé. Un effet de jeu qui viendrait faire placer un, je sais pas moi, un ennemi dans une case anomalie. On jette le dé, crac, l'entité recouvre le symbole le plus élevé possible. Ouais, s'il y a rouge, on la place sur rouge. Ensuite, c'est violet, 3 pétales. Ensuite, vert, 2 pétales. Et au pire, bleu, 0 pétale. Ouais, ok, ok, ok. Bon, bah ça va. Ça me rassure. J'ai tout compris. Eh, 8h32, hein. Je peux vous dire que j'ai les neurones. Brrr. Alors, action très importante, la récupération d'un artefact au sein de l'anomalie. La plupart des artefacts sont originaires des anomalies les plus dangereuses. Afin de les récupérer, les stalkers ont recours à divers détecteurs permettant de les localiser. Et c'est un accessoire, je crois, hein. Ouais, c'est ça, détecteur écho. Les artefacts commencent toujours placés sous la silhouette, au milieu. Vous ne pouvez pas les collecter avant d'avoir effectué une action avec un accessoire détecteur qui est une action gratuite qui vous permet de localiser précisément l'artefact en le plaçant sur un symbole anomalie précis.
depuis lequel vous pourrez le récupérer en effectuant une action de base collecte. Lorsque vous effectuez cette action, recevez une carte artefact dotée du type d'artefact correspondant à celui de l'anomalie concernée. J'utilise le détecteur. Action gratuite. Lancez le dé à 10 faces. J'obtiens violet. Prenez le pion artefact sous l'anomalie, placez-le sur un symbole de votre choix, mais qui correspond à violet. Ah bah, dans ce cas-là, je le mettrai là, si je suis là. D'ailleurs, est-ce que je suis autorisé? Ben ça, ils vont nous le dire. Détecter un artefact. Portée 0. Ouais. Tout est indiqué, c'est bien. Portée 0, il faut que je sois à minima sur une case avec un des symboles. Donc là, j'utilise action gratuite le détecteur, je viens placer là. Ce qui est très bien, c'est que c'est pas un autre jet de dés à faire pour obtenir tant de succès. On l'utilise en plus action gratuite et on vient placer la localisation. Cool. Alors. Voilà, vache, l'exemple de fou là. Il va falloir par contre que ce soit un peu mieux cadré. Tac, comme ça, c'est pas mal. Le Stalker Mauve souhaite récupérer un artefact dans cette anomalie électrique. Alors, l'anomalie électrique, elle est là. C'est le schéma numéro 1. Le mauve, il est là. Donc, il est à au moins une case qui sépare. Sans mur. Ok. Attendez, là, ça va être très important. Donc, Monsieur Mauve, il est ici. On a dit, quoi, il veut récupérer, très bien. Pour cela, il a besoin d'un accessoire d'armure de type détecteur. Et il doit se trouver à bonne distance. Son détecteur écho lui permet de localiser à portée 0. Il doit donc se trouver sur une case anomalie pour effectuer cette action. La case anomalie la plus proche contient les symboles violet et rouge. Violet et rouge ici, oui. Ce qui porte à 70% la chance d'activation. Peu rassuré par cette probabilité, le stalker décide d'effectuer l'action de base boulon et écrou et lance un de ses écrous pour recouvrir symbole rouge. 30% lui semblant plus raisonnable, il décide d'entrer dans la case et lance le dé rouge mais obtient violet. Et pas de peau. La chance n'est pas de son côté aujourd'hui. Il possède heureusement un jeton concentration qu'il dépense pour relancer. Cette fois, il obtient symbole rouge. La prudence a fini par payer. S'il n'avait pas lancé son boulon, il aurait fini grillé. Il aurait fini grillé parce que l'anomalie électrique dit quoi au juste? Oh putain! Subissez 10 dégâts. Lancer de défense autorisé. Ah ouais. Ouais, il aurait pu finir grillé, ouais d'accord. Euh, Ensuite, maintenant qu'il occupe... tac tac tac. Ah oui, son déplacement étant terminé, il recouvre le symbole violet et y place son pion attention jaune parce qu'il a fait un déplacement classique. Maintenant qu'il occupe la case d'anomalie, il décide de localiser l'artefact. Il effectue l'action gratuite du détecteur, lance le D10 et obtient symbole violet. Même recouvert, le symbole reste néanmoins un symbole anomalie. Le stalker prend l'artefact sous l'anomalie pour le placer dans sa case. Yes. Étant donné qu'il a effectué 2 actions basiques ce tour-ci, déplacement plus boulon et écrou, son tour se termine. Lors de son prochain tour, il pourra obtenir l'artefact en effectuant l'action de base collecte. Encore une fois, super exemple bien détaillé, très compréhensible. Cool.
Très cool, d'accord. Bon, bah là, c'est bien, c'est une règle, une bonne petite règle. Avec, au final, ce qui est bien aussi, c'est que ça ne provoque pas trop de manipulation. Quand on en aura l'habitude, ça va être une pure partie de plaisir. On va le dire comme ça. Ok. À la vache. Et c'est la fin. Parce qu'après, ce sont des règles spécifiques. J'aime beaucoup cette image potentiellement bucolique. Si on oublie que nous sommes dans la zone. Bon, ouais, ouais, c'est bien, hein. 2 pages clairement explicites pour les anomalies. C'est parfait. Pas besoin d'en avoir plus. Alors là, par contre, on a fini de balayer toutes les règles du jeu telles qu'elles nous permettent de jouer en règle de base. Maintenant, on va s'attarder sur les dernières pages avec le mode Stalker solitaire notamment. Les vrais stalkers n'opèrent que rarement en groupe. Trop de part pour le butin. Les vrais pros se rendent dans la zone tout seuls. Si vous comptez jouer en solitaire, nous vous recommandons de n'utiliser qu'un seul stalker. Le sentiment de solitude face à un monde impitoyable constitue l'un des thèmes forts de la gamme Stalker. Par conséquent, le fait de contrôler plusieurs stalkers par joueur a tendance à diluer cette ambiance. Alors là, expliqué comme ça, je le comprends, mais alors tout à fait. Et il va falloir que, je vais pas dire que je me force à, mais que je respecte cette ambiance au moins pendant 2, 3 essais. Bah, ne serait-ce que laisser sur une seule campagne, oh purée, ça va me faire bizarre, hein, parce que, alors, autant à Nemesis Lockdown, c'est dans le trip, ouais, pourquoi pas, quoique, non, 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 je dis une connerie, parce que dans Nemesis Lockdown, on peut se réveiller à plusieurs, c'est complètement cohérent d'aller faire jouer en coop. Alors que là, on est sur, ça porte l'accent sur vraiment une exploration en solitaire. Excellent parce qu'encore une fois, ça me fait me projeter sur une nouvelle façon d'aborder un gameplay sur un jeu. Oh, merci à Woken, hein. J'en ai marre de vous remercier depuis un an là. Donc, les adaptateurs de tours, on les a vus à plusieurs reprises, hein. Si votre équipe, alors pour le coup, c'est plus trop une équipe, mais si votre équipe ne comprend qu'un seul stalker, insérez sur votre PDA les 2 adaptateurs de tours sur lesquels vous décalerez par la suite vos pions tours. Ces adaptateurs permettent d'effectuer 3 actions au lieu de 2 lors de chacun de vos tours, pour un total de 6 par round. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on est seul au monde, il y a des chances que on n'en ait pas trop, d'autant plus que on se souvient qu'à chaque fois que nous prenons des lésions critiques, alors, et dans quel cas on se prend des lésions critiques, Friedrich? Chiotte, 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 carte blessure, carte blessure. Non, non, nous on n'a pas de carte blessure. Ah, ça, on tombe à 0 point de vie, une lésion critique. Une lésion critique égale, ça nous supprime une action. Donc voilà, on peut perdre des actions à cause de nos lésions critiques. Et on se souvient qu'à partir du moment où on a 2 lésions critiques, on en prend une troisième, c'est caput dead. Le pion stalker de tête, ah oui, alors pour le coup, vous êtes en permanence le stalker de tête et vous ne perdez jamais ce titre. Toutefois, lorsque vous effectuez l'action gratuite octroyée par le pion, on le retourne, il sera rétabli par l'effet de fin de round de la carte événement. Donc c'est ce que je supposais. L'application, c'est une fois sur 2. Un round sur 2, nous pouvons bénéficier d'une récupération de 2 points de vie et la réception d'un pion concentration. Attention,
nous sommes obligés de ne posséder qu'un seul pion concentration à la fois. Règle normale, si vous voulez avoir une variante un peu plus facile, pourquoi ne pas dire, allez, en solitaire, je peux m'octroyer jusqu'à 2 pions concentration. Tiens, je les ai pas remis là. Ah ben non, c'est normal puisque on était soumis à seulement un. Bon, voilà, moi je pense pas que je le ferai parce que. Mais ça pourrait être une possibilité, hein. Les lésions critiques, oups. Alors en solo, lorsque vous subissez une lésion critique, oh, c'est dur à dire lésion. Lorsque vous subissez une lésion critique, placez-la dans l'emplacement habituel. Notez qu'elle couvre 2 emplacements sur l'adaptateur de tour. Ce qui signifie que vous perdez 2 actions le tour où vous subissez une lésion. Ah ouais, la vache! Je croyais que c'était qu'une... Ah, mais oui, d'accord. Puisque nos actions sont beaucoup plus serrées par rapport à notre PDA habituel. Vas-y, sors. Ouais, c'est bien ça. En multijoueur, puisque nous n'avons que 2 actions, la lésion couvre une seule action. Alors qu'en solo, ça recouvre 2 actions. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Ok. Ok, ok, bon. Bah, c'est logique en même temps, hein. On nous octroie 2 actions de plus. À nous de faire encore plus gaffe à ne pas être blessé gravement. Territoire perdu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est lorsque vous pensez connaître la zone, dans ses moindres coins et recoins, qu'il faut redoubler de prudence. Les stalkers les plus aguerris mettent régulièrement en garde contre les dangers des sentiers bien tracés qui débouchent soudain dans des champs d'anomalies inconnues ou contre les âmes perdues qui hantent la forêt rouge. Leurs avertissements ne sont pas à prendre à la légère. Territoire perdu à la vache est une extension optionnelle qui ajoute de nouveaux endroits auxquels vous pourrez accéder au cours de la campagne ou de scénarios de survie dans la zone. Son utilisation est totalement optionnelle, bien que certaines missions puissent requérir des éléments de cette extension. Territoire perdu peut être ajouté à n'importe quelle campagne ou scénario de survie dans la zone. Il est cependant conseillé de ne l'ajouter qu'après vous êtes familiarisé avec le jeu. Certaines interactions pouvant rendre le jeu plus complexe. Territoire perdu utilise les éléments suivants. 8 cartes de mise en place, 13 cartes environnement, 3 tuiles territoire perdu et 2 pions entrée. Pour ajouter l'extension territoire perdu à votre partie, après avoir terminé la mise en place de la mission de campagne ou survie dans la zone, piochez une carte mission en place, là, sur les 8. On en pioche une. Et résolvez-la. D'accord. La carte détaille le placement du pion entrée, quel territoire perdu est utilisé en tuile, indique si les cartes environnement sont utilisées ou non. Et les cartes environnement des territoires perdus commencent toutes par la lettre T. Territoire perdu. Alors, ce que je veux faire, je vais aller checker. Je vais aller checker Monsieur Phil Ibert. Alors, Phil Ibert, oui, c'est ce que j'utilise le plus pour faire des recherches de sortie de jeu. Je sais qu'il n'y a pas que Phil Ibert dans la vie, mais n'empêche. Alors, territoire, sans S, j'en sais rien. Perdu. Ah, il n'y a pas. Stalker, territoire perdu. Tiens, c'est marrant ça. On ne va pas l'avoir. On va faire une recherche sur la gamme Stalker.
Alors, Zone Treat, anomalie, terrain, histoire, stretch goals, compagnon, duty freedom, compagnon Sundrop, legacy, monster, hunter, ouais, d'accord. Anomalie modèle, ok, ok, ok. Non, il n'y a pas. Pique-nique dans les zones. Ok, pour l'instant, on n'a pas accès à territoire perdu. Alors, c'était peut-être uniquement une extension. Mais on est d'accord, j'ai pas acheté territoire perdu, moi. J'en viens à douter. Non, non, j'ai les modèles terrain pack, les anomalies, j'avais quoi? J'avais quoi d'autre? Ah bah les histoires personnelles. Et dans les prochaines boîtes là qui sont sorties en VF, territoire perdu ne me dit rien. Bon, pourtant j'ai en tête que l'un d'entre vous m'avait fait un commentaire pour dire que au final toutes les boîtes de la campagne GameFound sortiraient. Alors j'ai peut-être bugué, hein. Ok, on enchaîne avec rejoindre un territoire perdu. Chaque tuile contient une entrée. En outre, la carte mise en place vous demandera de placer un pion entrée sur le plan. Les cases contenant des entrées de territoire perdu sont considérées comme adjacentes en ce qui concerne le déplacement et la mesure de portée de toutes les entités. Le déplacement et la mesure, oui d'accord, vous ne pouvez toutefois pas tracer une ligne de vue à travers un pion entrée. Vous pouvez donc lancer une grenade depuis le plan sur la tuile, territoire perdu, et les ennemis peuvent vous y suivre, mais pas effectuer une attaque avec une arme qui requiert une ligne de vue. D'accord. La mise en place. Exemple de carte mise en place. Indique la position du pion entrée. D'accord. Si plusieurs cases sont possibles, ce sont les joueurs qui choisissent. Indique la tuile qui doit être positionnée à côté du plan. Placez la tuile truc-muche par rapport aux 3 tuiles ici, là. Ensuite, ça nous indique les cartes environnement qui sont utilisées en lien avec la fameuse tuile. Un rappel des instructions d'utilisation des territoires perdus en 4. OK. Et dernier paragraphe, c'est un rappel des instructions pour passer du plan au territoire perdu. Tchouk tchouk tchouk. Mise en place des territoires perdus. La 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 la. En fait, c'est une extension qui est inclue dans la boîte. Ah ouais, alors quand ils disent que c'est une extension optionnelle, je croyais que c'était à l'achat, mais pas du tout. On a déjà des cartes territoires perdus mises en place, mises en place, mises en place. Excellent! Avec des fameuses tuiles hiver, grotte, sous-sol, ruine, hiver, sous-sol, centre magnétique. Oh, champ de coquelicots. Donc on en a, on en a 8, on t'a dit 2, 4, 6, 8, c'est ça. Ah ok, donc ça vient rajouter un petit coup de gameplay en plus. Par exemple, hiver, là on voit qu'on va avoir 2 objets. Ah non, 2 fois et 4 fois. Et on les met en pile. C'est dingue ça. Placer 6 pions objets pour les fouilles sur la tuile hiver comme indiqué ci-dessus. Dessous. Top. Grotte. Ouais. Ah ouais, grotte, c'est une seule tuile, me semble-t-il. Sous-sol. Bon, bah ça, c'est fun, hein. C'est vraiment très fun. Ok, donc l'intérêt de ça, c'est que l'on va pouvoir aller chercher encore plus d'objets. Attention, si on rajoute des cases sur lesquelles se rendre, ça implique qu'on risque de perdre un petit peu plus de temps sur notre compteur de tours, symbolisé par les cartes événements.
potentiellement dangereux, mais très intéressant. Ok. Oh la vache, oui. Alors attention les yeux, là, on a un super tableau comparatif des entités. Donne un aperçu rapide. Alors rapide, ouais, quand on le connaît. Des différences entre les diverses entités du jeu et leur interaction. Ça veut dire que donc nos colonnes représentent les entités. En haut, on a Stalker compagnon, ok. Et puis toutes les entités ennemies qui sont catégorisées en humains, psioniques ou mutants. Ça c'est cool, on va choper la lecture facilement. Et qu'est-ce qu'on veut? Par exemple, un compagnon sur un comportement du pion attention ne peuvent pas placer de pion rouge ou jaune sur le plan. Extra. Ça, on est OK. Ah, par contre, alors, voilà pourquoi je peste sur les formats d'Awoken Realms. Le format de règle, c'est que si on veut le tableau propre, qu'est-ce que ça nous oblige à faire? Bah, une photocopie. Ah ouais, si on peut faire une réduction, mais ça deviendrait illisible. Sinon, il faut faire en format A5 et puis on redécoupe. Mais ça, c'est vachement pratique. Vachement, vachement, hein. Ensuite, on va continuer la lecture. Tiens, mets-toi comme ça. Les compagnons et la mort. Hop, les cartes compagnons indiquent ce qui se produit. Ils fuient généralement le champ de bataille quand leur vie est en danger. Ok. Les statuts, un compagnon ne peut pas recevoir de statut. Ouais, c'est cool, c'est un sacré bon résumé des règles en fait. Ah ouais, parce que on a la notion de fenêtre, les interruptions de déplacement, les casse-combles, les anomalies et l'occupation des cases. Ah, règle pour tout le monde. Chaque entité occupe un emplacement de sa case. Point barre. Faites pas chier. C'est comme ça, chacun a sa place. Ah tiens, pareil pour les anomalies, c'est une règle identique. Chaque entité peut activer les anomalies et bloquer un symbole. D'accord. Quand ils terminent leur déplacement ou sont placés sur une case contenant un tel symbole. Ok. Ah ouais, c'est excellent, hein. Ça me fait penser que... Ça me fait penser que dans tous mes mémos depuis la nuit des temps où je fais des mémos, c'est-à-dire l'âge de 16 ans quand j'ai découvert Dungeons and Dragons, je n'ai jamais dû faire de tableau qui résumait comme ça par rapport aux points de règle et par rapport aux ceux qui interagissent. En même temps, généralement, si je repense à nos dungeon crawlers classiques, allez, si je prends un gros qui a beaucoup de règles, Gloomhaven, les règles, ouais, les points de règles s'appliquaient quasiment à l'identique, hein. Ah, j'ai un doute. Ben, ça vaudra le coup que je m'y intéresse pour avoir un tableau qui résume comme ça. Ah, ça m'a interpellé là, je me suis auto-scotché. Merci à Woken. Oh bordel, encore un remerciement. Il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. À réfléchir quand même. Le glossaire. Le glossaire. Seulement une page. Je suis presque déçu. Contrairement à... Alors, un où on n'a pas été déçu, hein. Glossaire de Malia. Oh my god. Oh my god. On va avoir un temps très long de préparation, je vous le redis. Remarquez sur Maladoum aussi, hein, on a beaucoup de symboles. Ok. Ben là, ça fait plaisir. On va amoindrir le quota. Alors, comment ils nous ont détaillé ça? Ah, on a des paragraphes en fait.
Un rappel sur les dés, un rappel sur le plan, ce qui concerne les pions, les ennemis, intéressants et autres. Alors pourquoi je dis intéressant? C'est parce que en photocopie couleur, après, si vous les découpez, vous pouvez vous faire une fiche qui va pas prendre beaucoup de place sur les dés que vous mettez à côté du plateau. Une autre petite fiche qui ne prend pas beaucoup de place, ça va être quoi là? À peine la taille de la main, qui concerne le plan, donc vous pouvez mettre ça à un autre bout de plateau. Hop, une fiche qui est un peu plus longue, mais bon, sur tous les pions, qui pourrait être placée au-dessus là, ou en dessous, glisser en dessous des, des bacs à pions. Pour les ennemis, crack, on vient coller ça en dessous, ou alors on fait un recto verso. Ah ouais, si vous voulez que ça prenne moins de place, je pense par exemple à si vous faites la photocopie de ça là, sur les pions, vous pouvez couper à la base de, par exemple, neutraliser. Toute cette partie-là, vous découpez, puis vous collez au dos de pion. Vous collez au dos de cette partie-là. Ce qui fait que ça prend encore moins de place, il y a juste un rectal versal à avoir. Autre pour les différentes actions. Ok. Alors, l'intérêt en solo, bah, c'est d'aller choper les infos tout de suite. En multijoueur, vous pouvez répartir les différentes photocopies de glossaires comme ça, et puis demander à l'un ou à l'autre de nous faire le rappel sur tel ou tel point de règle. Excellent. Alors, un glossaire, moi j'ai plutôt tendance à les faire en photocopie couleur, ça coûte un peu plus cher quand même. Mais à l'utilisation, c'est beaucoup plus fun, hein. Quand c'est photocopier couleur avec plastification, ah waouh, c'est cool. Le glossaire des silhouettes, yes, alors. Tiens, il faut que j'appelle absolument Sortilège pour savoir si mes futures boîtes, enfin mes prochaines boîtes sont à arriver. Alors, on a quoi? On a le glossaire des ennemis. Certaines silhouettes portent des noms différents de la carte ennemie qu'elles représentent. Quoi? Certaines silhouettes portent des noms différents de la carte ennemie qu'elles représentent. Des snorks, c'est des snorks, les rongeurs, les chiens, les tiques. Ah, les manipulateurs par exemple. Ouais. Manipulateur, là on a un contrôleur. C'est ça que vous voulez dire? Les sangsues, des rampants, la chimère, le pseudo-géant, poltergeist. Un zlom, non, islom. Les zombies cornus, exosquelettes, ok, puis les bandits et mercenaires. D'accord. Alors, pour les anomalies, ces silhouettes peuvent représenter différents types d'anomalies. Bon, nous, on a la boîte, ok. Et puis les altérations. Les altérations d'anomalies sont généralement liées à un type donné, mais il peut arriver qu'un effet de jeu vous demande d'utiliser une altération spécifique. Ah, ça, j'avais pas du tout fait gaffe. Alors, pour le coup, ça va être chiant. Pourquoi ça va être chiant? Moi, j'ai utilisé ça avec les deux plus grands compartiments parce que ça tient. Je les ai classés dans l'ordre de numérotation. Ah, voilà une des anomalies sur laquelle on a le plastique là qui s'est enlevé, qui a commencé à s'enlever. C'est quand même beaucoup plus joli sans le film plastique parce que ça ternit moins le rendu. Quand on pose sur le plateau, là c'est terne, alors que là c'est plus éclatant. Ok, ça c'est dit. Mais alors ce que je ne savais pas, c'est qu'elles sont classées par type.
On a 3 feux, c'est la numéro 2. Ah, la 1, c'est la spéciale. Ah non, la numérotée 98, c'est la spéciale. Ok. Elle est ronde, elle est spéciale, ça marche. Les 3 anomalies de feu, c'est la 2, la 9. Ouais. Ouais, pour les classer là-dedans, ça va être le chiant. À voir. De toute façon, qu'est-ce qu'on nous dit? Il peut arriver qu'un effet de jeu vous demande d'utiliser une anomalie spécifique. De toute façon, sur le plateau, quand on fait le placement, on nous donne déjà les numéros à aller chercher, donc il n'y a pas besoin de les mettre par catégorie, hein. Feu, chimie, gravitationnel, électricité. Je ne pense pas, je ne pense pas. Ok. Bon, très bien. Oh, tant que j'y pense, ça m'est venu comme une fulgurance là. J'allais dire, il faudra que je pense à enlever le plastique de toutes les autres. J'ai enfin fait le montage de cette partie de classeur avec donc les 2 derniers pincements là qui servent à faire relier le classeur. Donc ça nous donne ça. Alors on est obligé d'aller forcer là pour provoquer la pliure. Mais voilà un classeur sympa. Sympa comme tout. Alors, ne vous plantez pas ou mettez bien dans l'ordre, hein. Demandez, parce que généralement venir désolidariser ça, c'est pas toujours évident. Mais voilà, ça fait un élément de jeu qui est très sympa. Ok, on enchaîne vers l'index. Bon, ben l'index. Ah, alors ça c'est bien par contre. Vous savez ce qui me saute aux yeux là? C'est que dans l'index, on a les symboles aussi qui apparaissent. Et je crois que ça n'est pas vraiment utilisé ça. Alors quand on a un glossaire, oui, bien évidemment. Mais rappeler les symboles dans un index, bravo, bravo, bravo. Résumé des règles, très bien aussi. Alors, sur les radiations environnementales, on a le résumé sur l'exposition aux radiations, sur le pion attention, sur les activations d'anomalies, les règles de déplacement des stalkers, très bien. Sur les types d'ennemis, humains, psioniques, mutants, sur la séquence d'attaque des stalkers. Ah ouais. Par contre, pourquoi ne pas avoir fait un résumé de règles sur la séquence d'attaque des ennemis, des entités? Bah, vous savez pourquoi? Parce qu'on était à la page 44 et qu'ils ne voulaient pas s'emmerder à faire une page 45, visiblement. C'est étrange, mais c'est comme ça. Bon, on a un sacré bon résumé. Alors, même chose, hein. Là, je suis en train de penser que photocopie couleur, tac, découpage, collage recto verso, plastification. On a un résumé des règles qui va prendre, vous voyez, par rapport à la main, pas mal. Et ça, alors j'allais dire en complément d'un mémo que je peux moi afficher à l'écran quand je joue en partie filmée, c'est bien. Et par contre, avoir ça en mémo quand on joue normalement, classiquement, même à plusieurs, c'est vachement bien. Mais pourquoi faire autant de mémos plastifiés, gna gna gna, qu'on met à droite à gauche? Bah, ça évite d'avoir à triturer le bouquin, qui, encore une fois, de par son format, est relativement chiant à manipuler. Et pour rechercher un emplacement de règle, bah, c'est une perte de temps qui va nous sortir de notre aventure. Donc, les petits mémos à droite à gauche, ouais, ouais, mine de rien, c'est. Puis moi, j'aime bien parce que ça fait du matos en plus. Oh, ça fait pro, c'est incroyable. Oh nom de Zeus, je vous retrouve là. Ben, on a fini le bouquin de règles de base. Alors, c'était assez touffu, mais pas touffu dans le sens difficilement absorbable. C'était touffu parce que 44 pages, tout simplement.
Par contre, il n'y a rien acheté, hein. C'est bien, 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 bien. Si je dézoome là pour avoir une globalité, ça m'a enlevé beaucoup de craintes sur la contrainte d'apprentissage. Sachant que Stalker ne va pas être un jeu dans lequel je vais me lancer dans l'immédiat, il va y avoir finition de peinture. Ah, il va falloir que je refasse une vidéo de déballage sur les prochaines extensions que je pense acquérir là dans les jours qui viennent. On est quand? On est jeudi. Si ça se trouve samedi, je vais pouvoir aller chercher les boîtes en espérant qu'elles sont reçues. Et ça me faisait penser à quoi? Oui, encore un temps de préparation plus ou moins long. J'en suis pas pressé. Alors, oui et non quand même, hein. Je pense que d'ici l'été, j'aimerais bien qu'on commence à titiller la zone, voir comment ça peut se passer pour moi. Attention, je ne m'avance aucunement sur un potentiel planning. On verra ça au trimestre, hein, trimestre par trimestre. Mais bien, vraiment très très bien, ça me soulage. Autant quand j'avais eu fini Malia, avec la lecture et découverte des règles, je m'étais dit, waouh, il va vraiment falloir que j'attende beaucoup, beaucoup de temps avant de m'y plonger. Ce qui est en soi pas trop cool parce que ça veut dire que oui, le jeu est très prometteur, mais on n'a pas une furieuse envie de s'y mettre, alors que là, tranquillement, on va pouvoir s'y orienter. C'est parfait. On s'arrête là. On se voit dès demain pour la fameuse règle qui est survie dans la zone, puisque c'est un mode de jeu encore spécifique. Ça devrait pouvoir se balayer en une seule vidéo, peu importe. Et puis après, on se reverra pour Stalker pour les derniers déballages de boîtes. Et on en aura fait le tour. Bien, hein, vraiment, vraiment bien. On s'arrête et on se dit à la prochaine, hein. Salut, salut, les Stalkers.